Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on ce mardi un peu compliqué, forcément avec Philippe David, c'est une journée très politique aujourd'hui. Ah oui, excessivement politique. Ça a commencé à 15h avec le discours de politique générale, ça vient de se terminer, on a beaucoup de choses à dire. Absolument, et on va en parler pendant toute cette émission avec vous, au 0826 300 300. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok, ou même sur notre chaîne YouTube si vous voulez nous regarder pendant que vous travaillez. On vous fait des petits coucous, on vous souhaite la bienvenue. Avec aujourd'hui François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'écologie. Bonsoir, Monsieur le Président, bienvenue chez nous. Françoise Degois est avec nous, éditorialiste Sud Radio. Bonsoir Françoise. Bonsoir les amis, ça va? Voilà, on est très content en tout cas de vous avoir tous les deux avec ce sommaire. Donc, ce que vous disait Philippe, ce discours de politique générale, Sébastien Lecornu donc a proposé entre autres la suspension de la réforme des retraites jusqu'à la présidentielle de 2027. Et à la question du jour, Sébastien Lecornu a-t-il eu raison de suspendre la réforme des retraites? Eh bien sur Twitter, vous dites non à 70%. Et moi je vais vous dire ce que j'en pense. La lâcheté, c'est la principale caractéristique des politiques français depuis plus de 40 ans. Sébastien Lecornu a donc toute sa place à Matignon avec ce renoncement. Et puis la question du soir, Sébastien Lecornu toujours a prononcé un discours de politique générale dans lequel il a défendu une ligne de compromis, je cite, utile et réaliste pour restaurer la confiance et stabiliser le pays. Et on vous pose cette question, Sébastien Lecornu vous a-t-il convaincu ? Et le moins qu'on puisse dire, c'est non, puisque vous dites non à 95%. Alors pas du tout en ce qui me concerne. Il continue la même politique qui, depuis 40 ans, nous envoie dans le mur. Mais là, en plus, il klaxonne. Et avec le soutien d'une bonne partie de l'opposition, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, on attend vos appels au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le grand débat du jour. Dès cet automne, que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant jusqu'à janvier 2028, comme l'avait précisément demandé la CFDT. En complément, la durée d'assurance sera elle aussi suspendue et restera à 170 trimestres jusqu'à janvier 2028. Mais je le dis ici très directement. Suspendre pour suspendre n'a aucun sens. Les vraies voix Sud Radio. Et je me tourne vers Françoise Degois, bien entendu, puisque on attendait ce discours de Boris Vallaud du PS, de savoir si on censurait ou pas, et finalement ça passe. Ça passe pour les socialistes, mais c'est tout à fait normal. Alors moi je vois bien un peu la déprime, je vois bien la déprime de Marine Le Pen et notamment et de Jean-Luc Mélenchon. Ça a été des discours qui sont presque un peu à côté de la plaque. Et même, j'ai envie de dire, pour les Verts. Vous comprenez bien que la réforme des retraites, c'est quelque chose qui a été combattu par 80% des Français. Et dans ces 80%, vous avez aussi des électeurs du Rassemblement national. À partir du moment où Sébastien Lecornu, mais c'est surtout Emmanuel Macron qui lâche sur sa réforme emblématique, en fait, pour ne pas précipiter une crise politique, je pense qu'ils sont complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire que Marine Le Pen veut absolument une dissolution et à l'évidence, on va voir jusqu'où ça va aller jeudi, puisqu'elles seront débattues. À l'évidence, cette dissolution n'aura pas lieu et on part sur le débat parlementaire. Alors, j'entends ce que dit Philippe David. On aura l'occasion d'en débattre. Je n'ai pas du tout le même point de vue que lui sur la suspension de la réforme des retraites. Mais en réalité, je trouve qu'il y a une forme de responsabilité, de responsabilisation collective pour éviter d'aller au chaos. Et ça, c'est plutôt pas mal. Si vous permettez, on va écouter Boris Vallaud, justement, sur cette phrase fatidique, importante. Si nous sommes tous attachés à la République, il nous faut faire ce pari de donner un budget juste au pays, un budget qui protège les plus fragiles et fait contribuer les plus fortunés, un budget qui donne aux services publics les moyens de leur mission et qui prépare l'avenir et d'abord la transition écologique. Dans les débats parlementaires, nous verrons bien qui se range du côté du peuple, qui en défend la cause et qui protège les milliardaires parce qu'ils financent leurs médias. Nous nous battrons, je vous le dis, de toutes nos forces, mais je le dis aussi de toutes nos armes. Nous ne croyons qu'à la stabilité dans la justice, qui fait reculer la misère et avec elle la colère. Et avec elle la colère, François de Rugy.
Moi, je pense que pour sortir d'une crise politique, il faut toujours un compromis. Alors en France, on n'a pas la culture du compromis, parce qu'on voit bien que chacun appelle l'autre à faire un compromis, mais sur sa position. On a entendu, y compris l'ancienne majorité macroniste, dire il faut faire des compromis, dire au Parti socialiste, maintenant il faut faire des compromis. Mais pas sur les retraites. Et puis on avait même, quand même, LR, les députés LR, qui n'ont pas voté la réforme des retraites il y a même pas 2 ans, qui l'ont même bloqué à un moment donné, et ils ont même pour certains censuré le gouvernement Borne à l'époque, qui maintenant il faut pas y toucher, c'est pas touche à la réforme des retraites. On savait que c'était un des nœuds du problème, puisque en effet la gauche en avait fait un sujet majeur, mais le RN en avait aussi fait un sujet majeur il y a quelques années. Par ailleurs, les Français en faisait un sujet majeur depuis qu'elle a été adoptée, cette réforme. Moi, j'étais pour cette réforme, j'étais plus député, mais si j'avais été député, je l'aurais voté, parce que je pense qu'il faut travailler plus longtemps, je pense que le système de retraite n'est pas équilibré tel qu'il est, il faudra d'ailleurs ajouter de la capitalisation, donc on n'est pas au bout des réformes sur les retraites. Mais là, on voit bien que pour sortir de cette crise politique, il fallait un compromis, que c'était autour de ce sujet-là. Moi, je trouve que c'est bien aussi que le Premier ministre parle clairement, parce qu'on voit bien que sur ces sujets-là, comme sur d'autres, souvent on finasse, on dit mais alors moi je vais prendre une voie de traverse. Là, il a dit les choses, il a dit les mots que les gens attendaient, et il les a prononcés clairement, sans ambiguïté, en donnant les termes de ce qui est évidemment un accord politique pour éviter la censure. Alors moi, ce que je trouve hallucinant, c'était il y a un peu plus de 2 ans, c'était il y a 2 ans et demi la réforme des retraites, c'était au hiver-printemps 2023, François. Non, je trouve extraordinaire quand même qu'à l'époque, à commencer par Elisabeth Borne, tout le monde disait, on l'avait passé à la vitesse Formule 1. J'aime mieux qu'il y ait... Et au 47 les débats ont duré très longtemps à l'Assemblée nationale, et c'est justement parce qu'ils s'enlisaient qu'à un moment donné, il a fallu faire le 49.3. Entre février et Conseil constitutionnel le 14 avril, loi promulguée au journal officiel le jour même de par Emmanuel Macron. On est bien d'accord. Donc on l'a faite en express. Et on nous disait à l'époque, ceux qui sont contre la réforme des retraites sont des gens qui saccagent les finances publiques, sont des irresponsables. Alors, je me souviens d'un homme, Emmanuel Macron, c'est pas lui qui vilipendait les cyniques il y a quelque temps. Là, je crois qu'on est au summum du cynisme. Et on est au summum du cynisme parce qu'à un tel niveau de renoncement, alors je sais, c'était un de mes coups de gueule la semaine dernière, Henri IV disait, Paris vaut bien une messe, ne pas se faire censurer vaut peut-être quelques milliards de dettes de plus. Moi, je m'inscris complètement en faux avec ce que vous dites. Ça ne m'étonne pas. Mais je m'inscris en faux parce que c'est aussi la capacité à changer et à comprendre le changement de la situation politique. Et il me semble, moi, que cette suspension, d'ailleurs, elle est chiffrée. Vous vous rendez compte quand même que ça va changer la vie tout de suite là, parce qu'il n'y a pas que la suspension sur la borne de l'âge, il y a la suspension sur la durée de cotisation. Et c'est ça le truc en plus qui fait que il embarque, Sébastien Lecornu, il embarque le Parti socialiste. Ça concerne 3,5 millions de personnes. Ça va toucher directement à partir de janvier 3,5 millions de personnes. Et par ailleurs, personne n'est fou et dingue, et tout le monde sait que il va falloir trouver d'autres moyens de financement. Donc, il y a également une discussion avec les partenaires sociaux. Ça n'est pas que je suspends pour faire plaisir. C'est très argumenté et très charpenté. Je vous trouve un peu cavalier et un peu trop brut de décoffrage d'expliquer d'un revers de main c'est du renoncement. Moi, je pense que c'est... c'est du renoncement. Non, je pense que c'est vraiment la condition politique qui ont changé et qui exige que chacun fasse un pas. Et moi, vraiment, ce soir, c'est pas mon genre, mais la vérité, c'est que le type qui a fait le pas, qui était le plus dur à faire pour lui, personnellement, il s'en fout parce que il appuie sur le bouton dissolution, il restera de toute façon jusqu'au bout à l'Élysée. C'est Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, entre le sommet de Sharm el-Sheikh hier et le moment du Conseil des ministres, il y a une discussion entre lui et Sébastien Lecornu, et Emmanuel Macron lâche la réforme des retraites. Il la lâche pas parce qu'il est cynique, il la lâche parce que s'il y a une dissolution, ni vous ni moi ne savons dans quoi on part. Si, il est cynique. Non. Allez, vous restez avec nous, les amis. 0826 300 300, vous voulez débattre avec nos vraies voix du jour. François Drugy qui est avec nous, Françoise Degois et Philippe David. Vous êtes les bienvenus, on est ensemble comme d'habitude jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David.
Soyez les bienvenus sur Sud Radio et merci d'être avec nous dans les vraies voix tous les jours de 17h à 20h. Et si c'est votre rendez-vous, eh bien on vous en remercie sincèrement avec Philippe David. Et autour de cette table, bien entendu, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio, François de Rugy, ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'écologie, devenu consultant d'ailleurs aujourd'hui, mon cher François. Entrepreneur, aux côtés des entrepreneurs. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous vous rendez compte que vous avez laissé un président de l'Assemblée nationale poireauter à la porte? Non. Parce que j'ai sur notre boucle les appels au secours de François de Rugy. Je suis là, personne ne m'ouvre. Désolée. Au secours, personne ne m'ouvre. Vous avez une façon d'accueillir les invités ici. Vous avez plus de cocarde? Non, vous avez plus de passe d'ailleurs. C'était un ancien ministre qui avait gagné le prix de l'humour politique en disant ne plus être ministre, c'est s'asseoir à l'arrière de la voiture et comprendre qu'elle ne démarre pas. C'était François Goulard. C'était François Goulard, oui. C'est tellement Il n'y a que Alexandre Benalla pour garder ses passeports. Il n'y a que lui en fait. Oui. Avec vous, on revient justement sur cette réforme des retraites qu'a proposé le Premier ministre et on va écouter encore un son avec Boris Vallaud. Les Français attendaient de votre déclaration et nous avec eux un signe que vous les entendiez. La suspension de la réforme des retraites, la voici, enfin. C'est une victoire assurément pour les centaines de milliers de Français qui en bénéficieront chaque année. C'est la reconnaissance du combat mené par les organisations syndicales que je veux remercier ici. C'est une fissure dans le dogme macroniste. Nous prenons cette situation pour une victoire autant que pour un premier pas qui permet d'envisager les suivants, le blocage et l'abrogation. Est-ce que ça va dans le bon sens, Françoise Degois? C'est-à-dire que là, on sent quand même, on parlait de compromis et d'ouverture, de rupture. On est dans tout ça? Je pense que, et d'ailleurs, c'est pas un hasard, je vais faire une petite incise et vous inviter à aller voir un très grand film qui est sorti, qui parle de Enrico Berlinguer, qui est véritablement le grand leader communiste italien, qui a fait le compromis historique. Et je pense que ce film que j'ai vu l'autre soir me dit que nous sommes en train de changer d'époque et nous sommes en train de rentrer dans l'obligation des coopérations et des compromis. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlerai de Jean-Luc Mélenchon, mais je parlais de... Peut-être bientôt des coalitions. Des coalitions. Ouais. Alors, je ne parle pas de gouvernement de cohabitation, mais je pense que, si vous voulez, les compromis doivent absolument être au milieu de la table. Et ce qui est... À mon avis, j'espère qu'on ira jusqu'au bout et que le gouvernement ne sera pas censuré parce que c'est le Parlement qui va reprendre la main. Et ça, François de Rugy sait à quel point c'est important. Il a présidé l'Assemblée nationale. D'une certaine manière, les choses reviennent au Parlement et d'une certaine manière, si je pousse, et ça fera plaisir à Philippe David, je pense que peut-être on est en train de changer quasiment de République. En réalité, on est dans ce moment, on est en train de passer d'une présidentialisation pas simplement celle de Mélenchon, à la 6e simplement, où c'est le Parlement qui reprend ses droits. C'est ce que je vois, moi. François de Rugy, est-ce que finalement on est dans une union un peu nationale, dans une... Il ne faut pas s'emballer non plus, parce qu'on a bien vu que tout ça a été a accouché dans la douleur. Non, moi, pour rebondir et prolonger ce qu'a dit Françoise Degois, ce qui m'a frappé dans l'intervention du Premier ministre, Sébastien Lecornu, j'ai pas tout entendu, j'ai pas tout regardé parce que j'étais au travail, mais j'ai entendu quelques extraits avant de venir, et il a eu une phrase qu'il a répétée plusieurs fois. Il a dit: le gouvernement proposera, nous débattrons, c'est-à-dire entre le gouvernement et les parlementaires, et le Parlement décidera, le Parlement votera. Il a dit aux députés: vous voterez. Voilà, c'était sa phrase répétée, et je trouve que c'est sain. Depuis les législatives anticipées, la dissolution de 2024, on devrait fonctionner comme ça. Le gouvernement devrait, en effet, comme l'a fait Sébastien Lecornu, faire un peu profil bas, dire voilà, on fait des propositions, parce que c'est quand même le gouvernement qui a la capacité, y compris à rédiger des textes de loi, des amendements qui vont être précis, qui vont être sérieux pour traiter les problèmes comme celui des retraites, mais il a aussi parlé de l'immigration, il a aussi parlé de la sécurité, il y a plein de sujets. La Terre ne s'arrête pas de tourner parce qu'on a une crise politique et qu'on n'a plus de gouvernement depuis un mois. Donc sur tout ça, le gouvernement proposera, le gouvernement aussi chiffrera, et je crois que c'est très important dans un débat budgétaire que le gouvernement puisse dire régulièrement: attendez, telle mesure, ça coûte tant, telle mesure, si on fait des prélèvements supplémentaires, ça va être un prélèvement de temps sur les entreprises ou sur les ménages, et que tout ça soit bien éclairé pour qu'ensuite le Parlement vote. Et que d'ailleurs, le Parlement vote. On est obligé de rappeler, et moi quand j'étais président de l'Assemblée nationale, je ne cessais de le rappeler, le Parlement est là pour débattre
et décider. C'est-à-dire qu'il faut voter. Là, on était parti pour ne pas voter sur le budget. Si on avait eu la crise qui se poursuivait, on sait très bien qu'on explosait les délais de la procédure budgétaire et ça partait en loi spéciale. Si on avait une dissolution, on sait jamais, ça peut encore arriver, qui avait lieu maintenant, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun débat budgétaire. On avait un débat politique pour élire des députés et on avait squeezé le débat budgétaire et on s'en remettait à une loi spéciale. C'est quand même pas sérieux. Le Parlement est là pour voter le budget. Allez, 0826 300 300 et c'est Michel qui nous appelle de Dax. Bonsoir Michel, merci d'être avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. On vous écoute Michel. Merci. Alors moi, les vrais voix, je vous adore. Merci. Mais voilà, Merci. Moi, Non, mais on va s'arrêter là, Michel. C'est bon. Mais Vous pouvez le répéter? Répète Michel avant que ça devienne désagréable. Non mais Surtout Michel, pour moi, je pense. répétez-le en criant mon nom, s'il vous plaît. Allez-y Michel, on vous écoute. alors, je vais faire court parce que bon, il y aurait peut-être tellement à dire. Moi, je suis un petit peu déçu par Monsieur Le Cornu. D'accord. Parce que j'aurais préféré qu'il laisse la réforme des retraites de côté et qu'il parle surtout comment il va s'y prendre pour augmenter le pouvoir d'achat, pour augmenter les salaires, pour faire en sorte que le net se rapproche du brut, et pour la justice sociale et la justice financière. Voilà. La retraite, oui, il faudra en parler, mais j'aurais préféré on en fait tout un pataquès des retraites, mais je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Philippe. Alors, oui, moi, ce que dit Michel, le problème, c'est que le pouvoir d'achat, c'est pas le gouvernement qui le décrète, parce que, à part le salaire des fonctionnaires qu'on peut pas augmenter, c'est très compliqué. Sauf à augmenter le brut. Sauf à baisser les impôts aussi. oui, voilà. les Alors, impôts de vu l'état de production. nos finances publiques, moi je veux bien, mais dans ces cas-là, il faut faire du afuera à la toque dans nombre d'administrations. Oui, mais ça marche Et pas. déjà, je au suis moins, partant. n'augmentons pas les impôts. Oui, mais déjà, ça- n'augmentons pas les impôts parce que ça baisse le pouvoir d'achat, voilà, mais c'est ça, sûr et je peux vous certain. dire qu'ils vont encore augmenter. Mais moi, ce qui me choque le plus dans l'affaire des retraites, rappelez-vous ce que disaient Édouard Philippe et les gens d'Horizon il y a quelques jours. Mais maintenant, c'est une éternité, quelques jours en politique. La réforme des retraites, on n'y touche pas. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, écoutez, on y touche. Donc, avec des politiques qui ont une telle colonne vertébrale, qui est aussi rigide qu'une frite de piscine, permettez-moi de vous dire qu'on comprend pourquoi les gens vont plus voter. Hein. Je voudrais rajouter, moi, une chose. 10 secondes, Françoise, parce qu'on Pour est en dire retard. que, à Michel, je pense que la discussion budgétaire, si évidemment Le Cornu n'est pas censuré jeudi, la discussion budgétaire va commencer, et il l'a même dit dans son discours, je fais pas un inventaire à l'après-vert, justement. Hein. Ouais, il y aura peut-être ça. Merci Il y en aura tout cas, surtout ça, Michel, ça. Merci, Michel. de On nous adore, vous hein. avoir appelé. On vous embrasse bien fort et bon retour à Dax, même si vous en êtes pas parti. Bon retour quand même. Allez, tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et avec François Libourneau, la mairie de Roquefort-la-Bédoule s'est accidentellement retrouvée en vente sur le Bon Coin. Effectivement, Cécile, bonsoir. Bonsoir. Imaginez, vous cherchez une maison sur le Bon Coin et vous tombez sur une mairie à vendre. Pas n'importe laquelle, celle de Roquefort-la-Bédoule, dans les Bouches-du-Rhône. 420 000 euros, grande terrasse, plein sud, douche italienne, double vasque, bref, une annonce qui donne envie. Sauf que sur la photo, c'est bel et bien la mairie du village. De quoi intriguer, voire inquiéter les habitants qui ont cru un instant que leur commune avait été mise aux enchères. Finalement, rien de politique là-dedans, juste une erreur de photo d'une agence immobilière. Le maire a confirmé, la mairie n'est pas à vendre. Même si à ce prix-là, certains étaient presque prêts à faire une offre. Et Marc Delgradia est avec nous, maire d'hiver droite de Roquefort-la-Bédoule. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur le maire, vous êtes avec nous. J'imagine, 420 000 euros, c'est pas mal quand même. On réfléchit quand même, non? Non, je plaisante. Non. Écoutez, c'est une drôle d'histoire, en fait. Une drôle d'histoire. C'est clair. C'est paru sur le site Le Bon Coin. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a il y a plusieurs habitants qui ont cru. Bah oui. Qui ont cru que le maire était en capacité de vendre sa mairie. Voilà. Donc. Mais c'est quoi? Ils ont déboulé à la mairie, c'est ça? Mais non, des coups de fil. Alors, mais pourquoi tu vends la mairie? Je dis, attendez, je pense qu'il faut réaligner les planètes, quoi. Voilà, c'était quand même, c'est assez rigolo, quoi, parce qu'en fait, on pense que le maire a tous les pouvoirs, quoi. Remarquez, par les temps qui courent, il reste plus que les maires. Donc, peut-être qu'effectivement, nous avons tous les pouvoirs. Mais monsieur le maire, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, ou je sais pas s'il y a 50 ans, il y a quelqu'un qui avait réussi à vendre la Tour Eiffel, hein, quand même, oui, hein. Il y a plus de 50 ans, bien plus. Monsieur le maire, c'est l'occasion, et
vous pourrez remercier Le Bon Coin. C'est l'occasion de parler de votre commune. Ouais, on vous laisse super belle. quelques instants pour raconter cette belle commune. Oui, écoutez, nous on est une commune qui se situe dans un triangle Aubagne, La Ciotat, Cassis. Dans l'est des Bouches-du-Rhône, nous sommes frontaliers avec le Var. Donc c'est une très belle commune puisque nous sommes à 6 km de Cassis et 8 de la Ciotat. Donc un village encore typiquement provençal, avec une belle mairie. Vu où vous êtes situé, vous êtes supporter du PSG, alors c'est normal. Oh. Qu'est-ce qu'il est désagréable ce type. Allez, l'OM. Laissez-le parler. Voilà. On pourrait parler de Marcel Pagnol, ce serait un peu plus couleur locale. Combien d'habitants, cher monsieur le maire? 6 000 habitants. Ah oui, quand même. Ah oui, donc c'est une belle petite commune. Et pour la douche italienne. Non mais écoutez, alors je vais vous raconter une anecdote, c'est que cette mairie, c'était mon école. École primaire. Donc mon bureau est dans la classe du CE2. Oh, j'adore. C'était les classes Monsieur le maire, que vous n'avez pas redoublé, j'espère. Pas celle-là. Merci beaucoup. On espère que vous allez redoubler votre mandat. Ouais. J'espère. Remarquez, vous me direz, ça me fait de la pub gratuite. Et ben voilà. On ne décompte pas des comptes de campagne, donc c'est parfait, quoi. Et ben voilà. En tout cas, on est très content de vous avoir eu, Marc Delgrazia. Merci beaucoup, maire de Roquefort, la Bédoule. Et puis moi, en revanche, j'ai mis une photo de Philippe David sur Le Bon Coin. J'ai pas eu un appel, hein, je vous le dis, pas un seul. C'est dingue. Hein, ça m'étonne pas. Parce même que votre femme m'a pas appelé. C'est fou. Heureusement, m'aurait dit je l'ai mis sur Tinder, ça m'aurait inquiété. Allez, restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, pendant que vous êtes là. Non, moi c'est Philippe David. Philippe David, c'est pas grave. Les Républicains ne savent plus où ils habitent. Avec François de Rugy. Que penser de la nouvelle ministre de l'écologie? Et avec vous, Françoise de Gois? Les doigts d'honneur de Mélenchon. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h et c'est un plaisir de vous accueillir tous les jours. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et ce tiercé, ce trio, ce combo de Philippe David, de Françoise de Gois et de François de Rugy. D'habitude, on a deux Philippe, maintenant on a des François et des Françoises. Mais moi, je me sens discriminé. Hein. Ouais. Mais il est temps. Il y a 2 minibus, 2 Rugy, 2 Gois, et moi, je suis le seul qui n'est pas un 2. Alors, dis-moi 2 David. David, c'est un peu italien. Ça rappelle une chanson. Ah, c'est vrai qu'il y a que des 2-2. Oui, il n'y a que des 2-2, oui. Non, il y a Bourneau aussi, donc il n'y a pas de 2. Non, vous êtes un peu exclu, vous pouvez vous retirer. Il y a un François. Alors, il est dans notre club. Voilà. Allez. Qu'est-ce que je veux dire? Chers amis, on a plus intéressant comme sujet que nous-mêmes. Je pourrais te parler de moi pendant des heures, mais j'ai peur que ça vous saoule. Allez, tout de suite, le tour de table. Mais on est chez les fous, là. Oui, je vous le donne en mille. Le meilleur fion, c'est celui de Lucette. Ah, mais là, c'est sérieux. Précisons que le fion, ça se mange. Vous déformez ma sensualité. Arrêtez-vous, quoi. Vous avez vu, vous êtes moches comme des culs, quoi. D'habitude, quand on parle de fion sur Sud Radio, c'est entre 14h et 16h avec Brigitte Lay. Et il reste 4 secondes pour avaler. C'est de l'actualité. Maxime, notre réalisateur. Bravo, Maxime. Non, mais là, ça craint. Non, on rappelle quand même que c'est un gâteau, le fion, parce que les gens qui entendent cette pub comme ça. Exactement. Non, mais bien sûr. C'est un gâteau de Vendée. Donc on est tous assis sur un gâteau, c'est ça que vous voulez dire? Elle est terrible. Mais qu'est-ce que vous... Mais vous êtes en pleine forme. Mais vous êtes au sommet de vos qualités. Pourtant elle est vous malade. Brillez, une étoile dans le ciel. Allez, Françoise de Gois, puisque vous avez la parole, prenez-la et gardez-la s'il vous plaît. Je vais très vite pour parler encore de ce qu'est Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon amène, et ça ne me dérangera pas, mais la France insoumise au désastre. Ils s'amènent eux-mêmes au désastre. D'ailleurs, quand on voit les projections pour les législatives, évidemment, ils perdent quasiment 70 députés. Que voulez-vous que je vous dise? Sur Gaza... Ah non, ils perdent pas 70, ils en ont 70. Non, ils en perdent, pardon, 50, c'est moi, excusez-moi. Ils terminent à 25 députés. Que voulez-vous que je vous dise? Tout le monde entier se réjouit de la libération et du compromis et de l'accord passé véritablement. Alors, c'est un compromis sur la bande de Gaza au Proche-Orient. Le seul qui dit le Hamas n'est pas terroriste et c'est aux Palestiniens de choisir, c'est lui, hier matin. Le seul qui arrive dans une furie avec Mathilde Panot qui redemande
redemande encore cet après-midi la destitution d'Emmanuel Macron. Je veux bien tout ce qu'on veut, mais Emmanuel Macron n'est pas coupable de haute trahison, il n'a pas déserté sa fonction, etc. Il n'y a aucune raison de le destituer. C'est la France insoumise. Et le dernier avatar, c'est délirant. Hier, il est passé à la question par notre camarade Benjamin Duhamel, et les questions ne lui plaisent pas, et il sort, il quitte l'antenne, il fait un doigt d'honneur. Écoutez, on peut m'expliquer, pendant des années, même moi, j'ai excusé Mélenchon sur son tempérament méditerranéen, colérique, etc. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que là, on est quand même dans une stratégie. On est dans une stratégie plus que de chaos. On est dans une stratégie d'abrasion. On est dans une stratégie de coups de boutoir. Mais est-ce qu'on n'est pas sorti de la stratégie, c'est-à-dire qu'on ne peut plus reculer, en fait? C'est exactement, mais c'est ça le truc. C'est-à-dire que quand le vin est tiré, il faut le boire, il faut aller au bout. Voilà, Jean-Luc Mélenchon est un trotskiste. Il pense qu'évidemment, c'est le chaos qui fait advenir au pouvoir les minorités agissantes. Donc il le croit vraiment fermement. Et donc on continue. Maintenant, on est au doigt d'honneur. Mais je ne sais pas simplement lui. Je vous souvenez quand Éric Dupond-Moretti avait fait un bras d'honneur à l'Assemblée nationale. C'est pas supportable, c'est pas acceptable. Ça s'appelle avoir un comportement correct. Oui, c'est un comportement de racaille, en fait, de racaille, mais pas simplement lui. Mais même Dupond-Moretti, quand il fait son bras d'honneur, il y avait un autre macroniste qui avait fait un salut nazi dans l'hémicycle. Les mecs, faut qu'ils apprennent à tenir leur nerf, quoi. D'accord. François de Rugy, que pensez de Monique Barbu, la nouvelle ministre de l'écologie? Oui, moi je m'intéresse toujours à l'écologie. Quand il y a un nouveau gouvernement, on regarde qui s'occupe de l'écologie. On savait que ce ne serait pas Agnès Pannier-Runacher, puisqu'elle avait annoncé d'elle-même qu'elle ne repartait pas au gouvernement. Et donc c'était un peu une des surprises, une personnalité peu connue, voire inconnue en tout cas du grand public. J'ai regardé, par exemple, elle n'a pas de compte sur X, ou alors il y en a un à son nom, mais il est inactif, donc on ne sait pas si c'est le sien. Sur LinkedIn, elle a un compte, mais qui donne plutôt son CV, voilà, sans plus. On ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Qu'est-ce qu'elle pense sur l'écologie? Alors évidemment, on se dit, est-ce qu'elle va un peu imprimer sa marque à ce ministère? Quelle est la politique d'ailleurs écologique du gouvernement? Je ne sais même pas d'ailleurs si Sébastien Lecornu en a parlé dans sa déclaration de politique générale. Et alors que c'est un enjeu qui revient souvent dans l'actualité. Il y a eu la canicule cet été. Enfin, on voit bien que ces sujets-là préoccupent les Français, mais évidemment il y a des controverses aussi. Alors si on voit qu'elle a été surtout haut fonctionnaire international d'ailleurs, une carrière internationale assez brillante à l'ONU, mais aussi en France à l'Agence française de développement, l'AFD, qui fait parler d'elle parfois et qui est aussi au centre de certaines polémiques. Et puis elle a été présidente pendant 3 ans du WWF. Donc France, donc une association, une ONG écolo comme on dit, assez connue. Et donc on peut se dire, bon, alors est-ce que c'est les positions de cette ONG qui sont ces positions? On ne sait pas trop. Alors j'ai regardé, les dernières actions de cette ONG, c'est par exemple de vouloir lutter contre les publicités pour les SUV. Bon, est-ce que c'est vraiment le sujet écologique le plus important? Est-ce que ça veut dire que cette ministre va, entre guillemets, aller un peu emmerder les Français sur le sujet des SUV? J'espère que non, parce qu'il y a quand même des sujets plus importants en matière écologique. Et j'ai envie de dire que on se pose souvent la question de ces ministres dits de la société civile, il n'y en a pas beaucoup, mais elle en fait partie, qui sont nommés au gouvernement. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils sont taillés pour le poste aussi, Est-ce qu'on va pas aussi tout le temps leur dire, mais alors, est-ce que vous êtes les associations écolo, les ONG écolo, vous êtes d'accord avec elles? Ou on va demander aux ONG, mais alors qu'est-ce que vous pensez de la ministre? Elles se sont pas exprimées d'ailleurs. Pour l'instant, WWF, par exemple, n'a rien dit, ce qui est un peu étrange, alors qu'elle présidait il y a encore à peine plus d'1 an cette association. Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, qui s'exprime à peu près sur tout et n'importe quoi à longueur de journée, n'a rien dit, n'a rien trouvé à dire. Alors là, elle a dit, je ne commande pas le gouvernement. Bon, d'accord, mais en ce temps, elle a quand même réussi à faire un tweet, plusieurs sur Gaza, sur ceci, sur cela. Quand même, la ministre de l'écologie, pour les écolos, normalement, ça devrait être important. Alors moi, si j'avais un petit conseil à lui donner, si je puis dire, c'est en quelque sorte, justement, de se décoller assez vite. J'ai envie même de dire presque de rompre avec les ONG écolos, parce que très vite, elles vont lui faire un procès en trahison, et de définir une ligne sur l'écologie qui soit aussi claire que possible, fondée sur la science, sur les données scientifiques, mais aussi sur la technologie qui permet de résoudre les problèmes écologiques, et tout cela en combinant l'économie, parce qu'on n'en parle plus beaucoup dans toute cette crise politique, mais enfin l'économie française ne se porte pas très bien et elle est un peu à l'arrêt. Philippe David, les Républicains ne savent plus où ils habitent.
habite. Ah oui, alors j'ai peut-être le cerveau trop limité pour comprendre la stratégie des Républicains. Alors déjà, comment expliquer que les LR, après avoir fait par le tweet de Retailleau imploser le premier gouvernement, le Cornu, ne vont pas censurer le second? Ça, c'est le premier point. Comment les mêmes Républicains, pour qui la réforme des retraites était un totem intouchable vu l'état de nos finances publiques, ne vont pas voter la censure alors que le gouvernement va suspendre cette réforme? Comment expliquer que toujours les mêmes Républicains, qui ont exclu les 6 membres de leur parti qui ont rejoint le gouvernement, ils les ont virés manu militari comme des malpropres, ne vont pas censurer le gouvernement alors qu'ils ont viré 6 de leurs membres qui l'ont intégré? Alors moi, j'avoue, je ne comprends rien à la stratégie de LR, qui est à un niveau d'incohérence totale, mais peut-être cela s'explique-t-il par le fait qu'il y a 2 têtes, vous savez, il y a Retailleau. J'ai failli dire Rocky et Vetailleau. Retailleau et Vauquier, l'un tira U, l'autre tira Dia. Je pense qu'on est d'accord. Et je pense que cette incohérence dans les positions, ça va les amener à un niveau que finalement Valérie Pécresse, avec ses 4,78%, a fait un super score à la dernière présidentielle. Rendez-vous au printemps 2027. C'est Bruno Retailleau qui a tout détruit. En réalité, c'est lui qui bordélise le premier gouvernement le dimanche avec cette espèce de tweet incompréhensible, sa réaction quasiment épidermique qu'on n'attend pas. Et du coup, l'opinion le sanctionne immédiatement. Je n'arrive pas à croire qu'on ne lui ait pas dit que le maire n'était pas dans le gouvernement. Non, honnêtement, voilà. Donc il y a un sujet Retailleau, il y a un sujet Vauquier, mais si moi, ça me fait rire parce qu'on parle toujours de la gauche la plus bête du monde. Je dois dire que nous sommes assez forts quand on disjoncte tous ensemble. Mais quand même, quand la droite se met à disjoncter, quand les grandes batailles entre les Caïns et Abel de la droite arrivent, c'est assez savoureux. C'est popcorn largement autant que la gauche. Je vais pas rappeler la Cocoé, Copé, Fillon. On va tout faire. Copé, Fillon, Chirac, Balladur, Chirac, Giscard. Vite, Françoise, il nous reste 50 secondes. Alors j'écarte l'hypothèse du cerveau de Philippe David qui sera trop petit pour comprendre ce qui se passe à LR. Mais sur LR, moi je pense que ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'ils vont voter sur les motions de censure. Et si l'ensemble des députés LR, sur l'ensemble des députés LR, il n'y en a aucun qui vote, alors là c'est sûr que ça va quand même poser un sérieux problème entre le groupe à l'Assemblée nationale et le parti présidé par Bruno Retailleau. Et par ailleurs, le fait que Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez sont un peu à front renversé, parce qu'avant c'était Bruno Retailleau qui était pour être au gouvernement et Laurent Wauquiez qui était contre, et maintenant c'est Laurent Wauquiez qui est plutôt pour soutenir le gouvernement et Bruno Retailleau qui l'a quitté. Merci les amis, allez vous restez avec nous. Dans un instant, Sébastien Lecornu a annoncé la suspension de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028 et on va se poser la question, comment on peut suspendre cette réforme des retraites? Nous serons avec Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault et anciennement socialiste. Et on sera avec vous dans quelques instants, tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir, c'est top. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et pas que. Il y en a 2 autres. Oh oui, c'est sûr. Il y a Françoise Degois et François de Rugy. Et Cécile de Ménibus. Voilà. Et moi j'ai été assez sobre. J'ai été assez sobre. J'ai fait raccrocher ma particule parce que je trouvais que ça faisait trop. J'ai pas fait comme Philippe et François. Moi j'étais en Degois de la Rivière, mais j'ai tout fait raccourcir. Et de la porte si vous continuez. Nous sommes donc les roturiers du plateau. J'allais te dire. Ça fait du bien. On en a raté à la Révolution, ça m'ennuie quand même. Appelez-moi Son Altesse Impériale et Royale Cécile de Ménibus. Merci beaucoup. Non, mais en plus, votre vrai nom est bien plus long que ça. Il se divise 3 fois ou 4 fois, votre nom. Et loin de Ménibus. Et loin. Oui. Et loin et près. Alors qu'elle est prête, là. J'étais sûre qu'il allait la faire. J'étais sûre qu'il allait la faire. On l'a fait en même temps. C'est toi qui prends la foudre, en fait. On me le faisait en CM2, ça, c'est quand même dingue. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et le Premier ministre a proposé de suspendre la réforme des retraites dès cet automne jusqu'à l'élection présidentielle. L'une des exigences du PS pour ne pas voter la censure. Patrick Vignal est avec nous, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le député. Comment allez-vous ?
Ravi de vous retrouver, une équipe dynamique, motivée à Sud Radio. Ça fait plaisir de vous entendre. Mais on va arrêter là aussi. Décidément. Après Michel de Dax. Et vice versa, non mais parce qu'on adore s'engueuler avec Patrick Vignac. Vous donnez un peu d'envie, ça fait du bien, et vous parlez vrai, ce qui est rare, surtout avec le personnel politique actuel. Je n'en dirai pas plus. Oui, justement, si on aimerait que vous en disiez un peu plus. Mon cher Patrick Vignal, alors cette proposition de la réforme des retraites, qu'en pensez-vous? Est-ce que ça va dans le bon sens? Vous savez, moi je suis très embêté, mais François de Gaulle le sait. Je crois que j'ai été le seul macroniste qui avait écrit au président de la République en disant « ta réforme est mal emmanchée », comme on dit chez nous dans le Sud, et que c'était pas possible de la faire sans la CFDT déjà. Enfin, on allait droit dans le mur, je sais plus combien de 49 on a fait, et c'est vrai qu'en fait, il n'était pas assez équilibré. Il y avait le problème des carrières longues, la pénibilité, les femmes, les seniors. Vous vous rendez compte que dans une boîte en France, passé 45 ans, vous êtes un senior, et le nombre de jeunes qui ruent au bas des immeubles, donc je la trouvais déséquilibrée. Et en plus, je doutais à l'époque sur la faisabilité, si vous voulez, de la mettre en place. Et donc, ça me met un peu en colère parce que je trouve, si vous voulez, que je ne peux être pas assez loin en disant à mes camarades, cette réforme, elle va nous coller à la peau, et plus que la dissolution, c'est la réforme des retraites qui nous met une Macronie à bas aujourd'hui. Françoise de Gaulle. Oui, j'entends ce que dit Patrick, c'est-à-dire que la réalité, après, Emmanuel Macron change au dernier instant, c'est-à-dire qu'il est capable de revenir sur ce qui est quand même... Il faut se rendre compte que ça représente pour Emmanuel Macron, c'est la réforme emblématique de son quinquennat. Il revient dessus. Mais après, on peut avoir que des regrets avec ce président, parce que c'est vrai que je me souviens de l'époque, Patrick Vignal étant des rares macronistes qui arrivaient à parler vrai à Emmanuel Macron, et en fait, c'est un peu tombé comme dans un puits sans fond, et on se dit que si ce président-là avait écouté peut-être un peu plus au début, eh bien, il aurait peut-être transformé son double quinquennat en triomphe, alors que, à mon avis, pour le moment, son double quinquennat se finit assez mal. François de Rugy. Oui, alors je ne sais pas si on va refaire l'histoire pour savoir si Emmanuel Macron avait pu finir ces deux quinquennats en triomphe. Et son quinquennat, d'ailleurs, le deuxième n'est pas fini. Mais revenons peut-être à cette question de la réforme des retraites et aussi à l'action de Sébastien Lecornu. Bon, il avait été nommé Premier ministre. Bon, moi j'avais trouvé ça un peu bizarre, cette idée de faire traîner la nomination du gouvernement pendant presque un mois. Et puis ensuite, le gouvernement ne tient qu'une nuit. Bon, enfin, il est nommé le soir, le dimanche soir, et le lundi matin à 9h30, il est terminé. Donc on s'est dit, bah mince alors, c'était peut-être pas un bon choix. Moi, je connais Sébastien Lecornu, j'ai même été son ministre de tutelle. À l'époque, il était secrétaire d'État, il a parcouru beaucoup de chemin. Moi, je pense que c'est quelqu'un d'habile, assez manœuvrier, donc négociateur, et ce qui est utile dans la période actuelle. Et là, je trouve qu'il a imprimé sa marque. Et je me dis que, même si ça a évidemment fait polémique il y a quelques jours, mais le président de la République a bien fait de le renommer. Je ne sais pas s'il avait bien fait de le nommer au moment où il l'a nommé, parce que peut-être qu'il aurait fallu une personnalité autre, mais il a bien fait de le renommer et de dire maintenant, vas-y, tu as carte blanche, fais ce que tu crois juste de faire avec l'Assemblée telle qu'elle est. Il faut respecter l'Assemblée telle qu'elle est. Elle est éclatée, il n'y a pas de majorité, c'est le vote des Français lors de la dissolution. Merci en tout cas Patrick Vignal d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous viendrez nous voir bientôt à Paris. Si vous permettez ce que disait François de Rugy rapidement. Allez-y vite, très vite. Oui, je pense que Sébastien Lecornu a bien manœuvré, et je peux vous dire, j'étais certain que mes amis socialistes ne voteraient pas la censure. Parce qu'à un moment donné, il y a une responsabilité à avoir, et je crois que Lecornu, moi j'aurais préféré un PM de gauche pour liquider tout ça, mais il s'en sort, et je pense qu'on sortira de cette crise. Il y a des municipales à préparer, et ça suffit d'une France à genoux, ça va d'avoir une France debout. Merci beaucoup, Patrick Vignal. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre des PME ou de l'industrie? Sébastien de Coudou qui est avec nous des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Sébastien, enfin je veux dire bonsoir monsieur le ministre. Ah, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors en tant que ministre des PME ou de l'industrie, d'abord qu'est-ce que vous choisissez et quelle serait votre première préoccupation? Alors moi je serais ministre des PME et de l'industrie. D'accord. On mélangerait bien les deux. Et comme je suis un ministre sérieux, moi avec toute mesure que je ferais, serait déjà accompagné d'une analyse de risque et d'impact.
avec une obligation de retour sur investissement qu'on suivrait et qu'on mesurait. Et mon idée, ça serait de créer un bouclier préventif, en fait. Ça serait un dispositif un peu innovant, du coup avec une intelligence artificielle qui ciblerait des entreprises PME clés dans les secteurs comme l'industrie et l'écologie, par exemple, et qui anticiperait les risques de défaillance jusqu'à 18 mois à l'avance pour essayer de faire en sorte de sauver ces entreprises bien en amont, en leur permettant d'avoir un coup de main du ministère. Et éviter justement un traitement d'urgence curatif hyper coûteux, plutôt pour en bénéfice d'une prévention planifiée et moins onéreuse, bien évidemment. Ah, ils sont bien nos ministres Sud Radio, hein. François de Rugy. Il faut en parler à Serge Papin, le nouveau ministre des PME. Non, mais moi je trouve que c'est intéressant d'avoir... déjà, pourquoi pas utiliser l'IA? C'est vrai que moi je pense qu'on n'utilise pas assez l'IA aujourd'hui. Le fisc l'utilise beaucoup pour repérer les piscines, les jardins, etc. Voilà. Mais d'une manière générale, dans les politiques publiques, je pense qu'on pourrait l'utiliser davantage. Ça pourrait sans doute d'ailleurs être une source à la fois d'efficacité et d'économie, et il faut rechercher des économies. Puis par ailleurs, tout ce qui permettrait en effet d'anticiper les risques de défaillance d'entreprise, ça c'est un sujet extrêmement important, surtout en ce moment où malheureusement on est en train de battre un record ce mois-ci de défaillance d'entreprise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mais de rien, à bientôt. À bientôt. Et puis si vous cherchez un secrétaire d'État, François de Rugy accepte le poste. Merci en tout cas, c'était très intéressant. Restez avec nous. Et dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. À ceux qui ont immédiatement démoli Trump, excusez-vous. Ah, très bien. Et c'est dans un instant. En attendant, tout de suite, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné ce soir de Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, nous allons parler des actions et de ce à quoi elles vous donneraient accès, chères auditrices et chers auditeurs. Alors Mathias, on va commencer par une question qui n'est pas forcément simple justement, parce qu'il faut déjà savoir ce que c'est qu'une action, comment ça fonctionne. Mais quand on achète une action, on n'a pas le droit qu'à un dividende ? Alors, le fait d'être actionnaire, c'est le fait de posséder une part d'une entreprise. D'accord. Et c'est possible avec les entreprises qui sont cotées en bourse, dont on peut facilement devenir actionnaire. La première chose qu'on gagne quand on possède une action, c'est que sa valeur évolue en fonction de la valeur de l'entreprise. Et évidemment, si elle progresse, eh bien, on a des plus-values. Ensuite, on peut avoir le dividende, c'est-à-dire ce que l'entreprise a généré comme résultat net, qu'elle va distribuer aux gens qui la possèdent, c'est-à-dire ses actionnaires. Ça, c'est le cas de beaucoup d'entreprises, mais c'est pas ni garanti, ni pour toutes les entreprises. Par exemple, Google, que tout le monde connaît, pendant très longtemps, n'a pas payé de dividendes, puisque l'argent gagné était réinvesti dans le développement de l'entreprise. Et il y a un autre aspect du fait d'être actionnaire qui est méconnu et qui, à mon sens, gagnerait à être diffusé davantage, c'est le fait que quand on est actionnaire d'une entreprise, on peut aussi bénéficier des avantages actionnaires. Par exemple, une entreprise qui le fait beaucoup, c'est LVMH, où vous pouvez être invité à des visites de domaine, avoir des réductions sur les produits d'LVMH quand vous en consommez. Moi qui suis partisan de l'économie circulaire et de la finance circulaire, je trouve ça intéressant à mentionner. Vous possédez une part d'une entreprise, vous en touchez les fruits s'il y en a financiers, et vous avez en plus des avantages qui ne sont pas négligeables. Alors, c'est très clair, mais est-ce que ça peut prendre d'autres formes que celles que vous venez d'évoquer ? Alors, complètement. Donc, la forme la plus connue, c'est évidemment les actions qu'une entreprise peut vous offrir pour vous récompenser de votre fidélité en tant qu'actionnaire. C'est quand même sympa, on est actionnaire d'une entreprise et de temps en temps, on en reçoit quelques-unes en plus offertes. Vous avez un exemple ? Il y a beaucoup d'entreprises qui le font, ça dépend des fois. Mais pour pouvoir le faire, il faut que vous soyez un actionnaire qu'on appelle nominatif. Je vais y revenir. Pour mentionner quelques exemples, les actionnaires d'Orange, par exemple, peuvent participer à des tirages au sort pour assister à des événements privés. La Société Générale organise des visites autour du monde de l'art. AXA propose des avantages sur certains de ses produits. L'Oréal également, où vous pouvez avoir des réductions. Il y en a beaucoup qui récompensent régulièrement la fidélité de leurs actionnaires, et ça, c'est pas mal. Alors justement, ces gens-là sont concernés, mais comment ils peuvent y avoir accès ? En fait, c'est pas pour tous les actionnaires d'une entreprise, puisqu'il faut que l'entreprise vous
connaissent pour pouvoir vous reconnaître comme actionnaire. Et donc, il suffit pas simplement de les détenir sur son compte titre ou sur son PEA pour y avoir accès. Il est nécessaire de détenir les actions au nominatif. C'est une procédure par laquelle vous êtes enregistré, pas uniquement auprès de votre banque comme détenteur d'actions, mais également auprès de la société qui va vous reconnaître dans son registre des actionnaires. On peut pas, dans toutes les entreprises, inscrire toutes ces actions au nominatif. Il y a parfois des procédures, des critères, etc. Renseignez-vous. Il y a des sites comme Club Actionnaire, par exemple, qui permettent de le faire. C'est très clair. Merci Mathias pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche matin dès 9h27 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade Republic, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir. Et dans un instant, Philippe David avec son coup de gueule et puis ce discours de politique générale. Sébastien Lecornu vous a-t-il convaincu? Pour nous expliquer 0826 300 300, Philippe. Bien, pour le moment, pas franchement, puisque vous dites non à 95%, vous voulez réagir. Les vraies voix vont plus vous convaincre, j'espère. C'est 0826 300 300. En tout cas, merci de votre fidélité. On revient dans un instant avec le coup de gueule de Philippe David. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de Philippe David et moi-même, Françoise Degois, François de Rugy et vous, 0826 300 300. Mais ne perdons pas trop de temps pour la colère, la rage de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Exceptionnellement, je vais remettre le mur des lamentations, la mosquée d'Al-Aqsa et le clocher de l'église du Saint-Sépulcre au milieu du village, puisque nous partons pour le village 3 fois saint de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem? Parce que le passage de Donald Trump hier à la Knesset, le Parlement israélien, avant son départ pour Sharm el-Sheikh, a montré à quel point les élites, je mets des guillemets à élites françaises, sont une fois de plus totalement hors du coup. Trump, qui était et est encore qualifié de grossier, d'incompétent, voire même de fasciste, est arrivé à faire libérer les otages du Hamas moins de 9 mois après son arrivée à la Maison-Blanche. Dans un laps de temps de 15 mois, entre octobre 2023 et janvier 2025, le duo Biden-Harris n'avait obtenu aucun résultat ou presque et était pourtant encensé par ceux qui vilipendaient et vilipendent encore Trump. Un état de fait qui nous fait rajeunir de plus de 40 ans. Rappelez-vous comment Ronald Reagan était traité par les élites françaises. Dès le lendemain de son investiture, le journal Le Monde, sous la plume de Jacqueline Grappin, parlait de Reagan comme, je cite, de l'incarnation de l'extrême droite et avertissait sur le risque, je cite encore, d'un glissement vers un fascisme amical à visage humain qu'on pourrait peut-être traduire par Cool Mussolini dans la langue de Shakespeare. Un Reagan vilipendé et moqué comme un cow-boy et un inculte. Mais si Reagan était abhorré par les élites françaises, il était adoré par son peuple au point de gagner 49 États sur 50 lors de sa réélection en 1984, le seul se refusant à lui étant le Minnesota de son challenger, le démocrate Walter Mondale. Et il était si incompétent qu'avec sa course aux armements, il a mis l'URSS à genoux économiquement, au point que l'Empire soviétique s'effondra 2 ans après son départ de la Maison-Blanche. Une paille, vous en conviendrez. Bref, les années passent, mais les élites françaises se trompent toujours autant sur les présidents américains, mais pas que, puisque ces mêmes élites françaises ont encensé Macron, le Mozart de la finance qui a mis notre pays en faillite. On comprend mieux dès lors pourquoi, avec de telles élites, notre pays plonge chaque jour un peu plus. Je vais répondre parce que là, c'est pas possible. Ah ben si, tout ce que j'ai dit est vrai. Tout ce que tu as dit est vrai, bien sûr. Tu aurais pu dire la réélection triomphale de Bill Clinton, la réélection triomphale de Barack Obama. Évidemment, tu prends Reagan. Alors ça, évidemment, tu me fais sourire. Par ailleurs, on n'a pas à s'excuser de Donald Trump. Donald Trump, c'est les États-Unis. Bien sûr que le duo Biden et Kamala Harris n'a pas réussi. Mais pourquoi? Parce que la situation n'était pas aussi dégradée. On est arrivé à un point, si vous voulez, si tu veux, où Benjamin Netanyahou, tout Netanyahou qu'il est, a bien compris qu'à un moment donné, il fallait lui aussi rendre les armes. Et évidemment, après, on peut me dire c'est parce qu'il a eu peur de Trump, mais c'est toujours les États-Unis qui trouvent la solution dans la question du Proche-Orient en permanence. Je te redonne les accords d'Oslo, je vous redonne, pardon, vous voyez, les accords d'Oslo, c'est toujours les États-Unis, c'est toujours. On peut même dire qu'il y a une accélération parce qu'il y a une reconnaissance de l'État de Palestine, mais la réalité, c'est que Biden et Kamala Harris, il y a 10 mois ou 20 mois, ne pouvaient pas obtenir ce que Trump
Trump a obtenu. Je n'enlève rien à Donald Trump. Je dis juste qu'en faire d'un seul coup le prix Nobel de la paix, le type qui règle tous les problèmes, c'est une hérésie. Et par ailleurs, oui, le cool Mussolini, bien sûr, va vivre aux États-Unis. Allez vivre aux États-Unis. J'y suis allé sous Reagan, j'ai pas vu le fascisme au pouvoir. Je parle d'aujourd'hui. Regarde la société. Tu connais très bien les États-Unis et moi aussi. La moitié de ma famille y vit. Et ben, je peux te dire qu'une société déchirée. On parle de la société française. Il est en train de mettre cette société à genoux. Donc, ok, c'est magnifique. Je suis heureuse. Mais la réalité, c'est que Netanyahou n'avait plus d'autre choix. Israël ne peut pas continuer à être au banc des nations 24 heures sur 24 à ce niveau. François de Rugy. Alors, on vous entend pas, François. Pourquoi il n'y a pas de micro sur François? Parce qu'il est ouvert. Voilà, ça y est. Et surtout, on pourrait dire que sur ce sujet, finalement, Trump a fait du classique. C'est-à-dire qu'il est sorti de ses outrances, il a abandonné quand même son projet délirant de faire une Riviera à la place de la bande de Gaza. Parce que c'était ça son projet au départ. Il avait même fait une espèce de petite vidéo pour imaginer ce que serait la bande de Gaza si on en faisait un endroit touristique. Et là, il est revenu à quelque chose d'assez classique. On négocie un cessez-le-feu, libération d'otages, ce qui était l'objectif privilégié évidemment par les familles d'otages et par une grande partie de la société israélienne qui reprochait à Benjamin Netanyahou d'avoir un petit peu mis ça au second plan. De l'autre côté, libération de centaines, voire de milliers de prisonniers palestiniens. Voilà, c'est ça la diplomatie classique, malheureusement, aussi sur ce conflit israélo-palestinien. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a réussi à lui faire serrer la main à Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, parce que voilà, on est dans un sommet où les uns et les autres sont invités et où on est dans la diplomatie assez classique, malgré le style Trump. Mais ce que je veux dire, c'est que rappelez-vous à l'époque comment Reagan était traité Pourquoi de... vous parlez Mais pareil, mais de crétin, de cow-boy. Et 40 ans après, c'est la même mélopée. Mais non, mais alors, je ne suis pas d'accord, Philippe, avec ça. Évidemment, vous vous trompez toujours. Mais non, mais oui, sur quoi je me trompe? Mais vous vous trompez toujours. Bien sûr, Reagan était un fasciste, c'est bien connu. Surtout venant du monde qui encensait les Khmers rouges, c'est fabuleux. Mais pourquoi est-ce que vous parlez de Ronald Reagan d'un seul coup? C'est quoi ce rappel? Mais c'est débile. Mais non, c'est pas débile, c'est parce que les bien-pensants français les traitent de la même manière. Mais on s'est toujours trompé sur tout, mais les Américains se sont trompés sur nous aussi. Arrêtez vos délires. Pourquoi vous revenez à Ronald Reagan? Parlez-moi de George Bush. Moi, je vais vous parler de Clinton. Parce qu'on aime bien les cow-boys. Allez, restez avec nous. D'ailleurs, je range mon flingue. Pardon, quand je dis débile, c'est gentil, parce que je vous aime. Les amis, restez avec nous dans un instant. On reviendra sur Sébastien Lecornu, qui a livré son discours de politique générale. Est-ce qu'il vous a convaincu, Philippe? Eh bien, pour le moment, non, avec un score moyennement démocratique de 95%, ce qui va faire hurler Françoise de Gaulle. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de cette table, il y a vous, au 0826 300 300, bien entendu, Françoise de Goua qui est avec nous, François de Rugy, l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien ministre de l'écologie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Je croyais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut penser de l'Assemblée nationale? Je croyais que ça non, mais c'est important parce que vous avez un autre métier aujourd'hui. Je travaille dans le privé, comme on dit, parce qu'on considère que la politique c'est dans le public. Voilà, et en effet, entrepreneur, aux côtés des entrepreneurs, sur le financement de la transition écologique, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est très intéressant ce sujet, ça c'est sûr. Allez, tout de suite la question du soir avec cette question du jour. Sébastien Lecornu, vous a-t-il convaincu? Et ça a beaucoup bougé puisque nous sommes passés d'un non à 95% à un non à 94%. Ah bah, il y a du mieux. C'est nos interventions de tout à l'heure. Et notre deuxième priorité, c'est que la France ne soit pas bloquée. Et nous nous engageons, conscients des compromis nécessaires, pour que des lois indispensables soient adoptées. Cette position, nous l'avons définie collectivement avec nos députés et nos sénateurs. Nous ne censurerons pas un gouvernement a priori et nous ne ferons pas partie de ceux qui feront tomber les premiers ministres. Les vraies voix Sud Radio.
Et quand Sébastien Lecornu, Françoise de Gois propose, en tout cas, parle de choses utiles et réalistes, que vous avez écouté son discours de politique générale, est-ce que ça va dans ce sens? Alors, moi j'en ai entendu beaucoup dans ma double vie de journaliste politique depuis des années et après de conseiller politique. J'ai entendu beaucoup de discours de politique générale. Ce qui m'a frappé sur celui-là, c'est que je trouve que c'est un discours à l'os. Et c'est un discours extrêmement sobre. Et pour moi, c'est vraiment une vertu. C'est-à-dire que on n'a pas vu un Sébastien Lecornu se perdre dans un lyrisme amphigorique qui est inutile et qui ne correspond pas à la situation. Je l'ai trouvé précis, je l'ai trouvé extrêmement juste. J'ai entendu un petit truc, moi, qui m'a toujours manqué depuis des années, depuis en gros que Philippe Séguin n'est plus là. J'ai entendu quand même un petit tintement de droite sociale. Vraiment, c'est quelqu'un qui parle, moi j'ai senti quand même un Premier ministre concerné. Donc, après, c'est un ancien maire, un ancien patron de département. Je vous assure qu'en tant que femme de gauche, voir la dérive de la droite actuelle et voir quelqu'un qui vient de la droite et qui est capable d'avoir ce type de discours, c'est un peu comme vous voyez quand je discute avec Xavier Bertrand. Il y a quelque chose de la gauche républicaine que je suis qui se retrouve assez rassuré d'entendre ce type de discours. Je l'ai trouvé concerné, voilà. Concerné, et je l'ai trouvé vraiment... à l'os, pour moi, c'est une grande vertu. Il n'y a pas eu de fioriture. Il n'était pas là pour faire une démonstration de littérature, de citation, qui tombe plus ou moins mal. Comme certains ont fait. Mais comme ils le font tous, parce qu'à un moment donné, vous êtes emporté, il faut montrer que vous êtes quelque chose ou quelqu'un. Il n'était pas dans la démonstration, et si je puis aller plus loin, je sais que François dira, il ne faut pas aller trop vite. Moi, je pense que la personnalité qui émerge aujourd'hui dans ce bloc central, c'est Sébastien Lecornu, qui renvoie un peu Gabriel Attal, Édouard Philippe et Bruno Retailleau un peu à leurs chères études. François de Rugy. Oui, moi je ne sais pas si on peut déjà tirer des plans sur la comète, mais moi j'ai trouvé en effet que c'était très positif d'avoir un Premier ministre qui sait que ses jours sont potentiellement comptés. Donc il commence pas à dire je vais faire des grandes réformes et on va faire ci pendant les 18 mois qui viennent, etc. D'ailleurs c'est drôle parce qu'à certains moments il a dit que la présidentielle avait lieu dans quelques mois, puis à un autre moment il a dit c'est dans 2 ans. Selon les moments, l'échelle de temps n'est pas tout à fait un an et demi. Mais ça reste toujours plusieurs mois. 18 mois. Et le fait de dire on prend les choses les unes après les autres. D'abord le budget, c'est quand même. Enfin moi je suis sidéré que dans le débat politico-médiatique français, voter un budget apparaisse comme secondaire. On s'habitue au fait qu'il n'y ait plus de gouvernement ou des gouvernements qui sont là pour expédier les affaires courantes. Après, on s'habitue au fait que non, mais c'est pas grave, on n'a qu'à reporter le budget après le mois de janvier. Non, moi je rêve un peu. Alors pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe David sur les États-Unis, je finis par rêver d'un shutdown à la française. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de budget, les fonctionnaires seraient pas payés, les prestations sociales seraient pas versées. Et là, je pense que ça mettrait la pression sur les parlementaires, sur les députés, qui arrêteraient d'inventer tous les jours des bonnes raisons de ne pas faire leur job, parce que le job des députés, c'est de voter la loi, mais c'est tous les ans de voter le budget. C'est inscrit dans la Constitution, il y a même le nombre de jours qui sont marqués dans la Constitution, tout est décrit, il n'y a qu'à appliquer la règle, et il a rappelé ça. Il a rappelé, en plus, comme il n'y a pas de majorité, que le gouvernement dit je ne fais pas de 49.3, ce qui est aussi une nouveauté, il l'a rappelé, ce sera le Parlement qui décidera. Mais je vais vous dire, il y a des députés que ça va gêner, je reste poli, parce que, en fait, ils aiment bien quand c'est le gouvernement qui décide, quand c'est le gouvernement qui impose, puis après ils disent moi je suis pas d'accord, je suis dans l'opposition, je vote contre, et puis éventuellement je censure, et puis tant mieux d'ailleurs c'est un 49.3, comme ça après je censure. Non, là chacun est devant ses responsabilités, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est l'expression qu'on donne toujours. C'est au pied du mur qu'on voit Sébastien Lecornu Premier ministre, et le mur n'est pas encore construit, donc il est trop tôt pour juger évidemment, mais moi je lui donne plus que le bénéfice du doute. Et aussi les députés, c'est au pied du mur qu'on verra les députés qui sont des maçons, c'est-à-dire qui ont envie de construire un budget. On écoute Sébastien Lecornu. J'ai renoncé à utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. C'est la garantie pour l'Assemblée nationale que le débat, notamment budgétaire, mais pas seulement, dans tous les domaines, ira jusqu'au bout, jusqu'au vote. Philippe David. Alors, Françoise de Gois a parlé de discours à l'os. Alors, moi, je suis pas fan des discours à l'os. Il y a que 2 choses que j'aime à l'os, c'est le jambon et la côte, soit dit en passant. Ça m'aurait étonné qu'on parle pas de bouffe. C'était bizarre. Ça faisait longtemps. Et donc, ce discours à l'os, là, je vais faire plaisir à Françoise de Gois, qui connaît bien l'Italie. J'ai plutôt eu un sentiment, vous savez, comme font les Italiens, la combinazione, où tout le monde se met un peu d'accord. Alors, il a ressuscité, parce que ce qui avait de génial, c'est que Emmanuel Macron avait fait ce que Marine Le Pen appelait l'UMPS, vous savez, en faisant La République en marche.
Et bien là, en obtenant la non-censure de LR et en obtenant la non-censure du PS, eh bien il fait la deuxième fois l'UMPS. Et moi je crois que ce mariage de la carpe et du lapin ne peut être qu'un super carburant pour le Rassemblement national aux prochaines élections. J'en suis absolument convaincu. C'est-à-dire parce que ça va être... Vous allez voir aux prochaines municipales, comme manifestement il n'y aura pas de dissolution, on n'a pas dissous parce qu'on a peur que le RN ait un score stratosphérique, mais vous allez voir qu'aux prochaines municipales, les gens vont être furieux des augmentations d'impôts et que c'est dans les urnes qu'ils vont se venger. Vous verrez ce que je vous dis. Rendez-vous au mois de mars. Alors, moi, je n'ai pas du tout votre analyse parce que je pense que nous rentrons maintenant dans le débat parlementaire et on va rentrer dans un débat où tous les masques vont tomber. Exemple, vous pourrez me l'accorder, Philippe, et vous aussi, François de Rugy. Est-ce que quelqu'un a compris désormais le changement de la doctrine économique, par exemple, du Rassemblement national? On a compris maintenant que Jordan Bardella est en train de faire les yeux doux au CAC 40, ce qui est une rupture par rapport à Marine Le Pen. Ça va être très intéressant, François de Rugy le rappelait, de voir que Marine Le Pen était vent debout contre cette réforme des retraites et qu'ils vont se retrouver à censurer un gouvernement qui la suspend. On va avoir la vérité des prix sur la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, le RN l'avait votée quand elle est passée une première fois à l'Assemblée. C'était abstenu. Non, c'était abstenu. Moi, je vous dis, non, mais ils sont sur la taxation. On va voir la réalité des prix. Et je vous fiche mon billet qu'il y aura zéro colère au municipal parce que la raison pour laquelle, encore une fois, le Rassemblement national va faire ses scores dans le Nord avec les mairies, mais il n'est pas en situation de gagner quasiment nulle part. Il va gagner des villes, vous verrez. Non, mais moi je vous dis juste, Philippe, à partir du moment où le débat parlementaire s'ouvre, ça va pas être un débat cantonné au Parlement. Vous savez, il y a des batailles parlementaires. Il les a vécues, François de Rugy, parce que je me souviens qu'il était jeune, peut-être assistant ou parlement, ou je sais pas, directeur de la com. On a vécu, par exemple, le PAX. Moi, j'ai vécu le PAX. J'ai vécu. C'est sous Jospin. Non, mais j'ai vécu la Corse. Les débats parlementaires, quand ils sont méta-parlementaires, ça devient des combats idéologiques. Et vous allez voir que ce qui s'ouvre là, c'est pas une petite séance, une séquence entre députés qui vont pas être d'accord. C'est un combat idéologique, d'une certaine manière, qui prépare la présidentielle. Et c'est les députés qui tranchent. Par exemple, la taxe Zuckman, elle n'y sera pas dans le budget. Parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour voter la taxe Zuckman. Oui, mais c'est quand même plus intéressant de le faire comme ça que de dire on fait un budget, puis après c'est le 49.3 ou ce genre de choses. Là, le gouvernement ne se dérobe pas parce qu'il prépare le budget, il prépare des amendements, il prépare les chiffrages et ensuite c'est les députés qui tranchent. Et voilà, merci beaucoup. Et tout de suite, l'idée qui marche, qui fonctionne. Les vraies voix Sud Radio. François Louis, on les avait déjà reçus. C'était au mois de septembre, si je me souviens bien. Absolument. On avait reçu surtout Damien de Toulouse, qui était victime d'une grosse erreur d'un service RH. On l'avait reçu en septembre pour qu'il nous explique justement sa situation. Et il a réussi à transformer cette bourde commise par le service RH. Alors, on rappelle cette bourde, déjà, c'est important de le dire. Il avait reçu, en fait, tout simplement, 340 candidats avaient reçu un mail de refus pour un poste dans la communication. Et tous les candidats avaient eu les noms des autres. En fait, tout le monde savait qu'ils avaient été refusés. Ce qui était assez banal quand même, pas peu banal justement comme situation. Et donc ils ont monté une sorte de collectif. Donc, effectivement, alors les 300 n'ont pas monté le collectif, une cinquantaine à peu près ont monté le collectif. Ils ont décidé de transformer cette bourde en un collectif qui peut-être deviendra un jour même une agence pour justement valoriser le secteur de la communication et c'est lui qui va nous en parler. Bonsoir Damien. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Dis donc, c'est ce qu'on appelle rebondir quand même, hein. Oui, c'est ça. Effectivement, on a pris cette bourde peu banale, comme vous l'avez dit, pour quelque chose de positif, plutôt que de se morfondre tous les uns et les autres de notre côté avec cette mauvaise nouvelle. On a décidé, de tourner ça un peu plus positivement. Et l'idée, c'est aussi que à chaque fois qu'on se retrouve un peu en recherche d'emploi, il y a un peu cette solitude face à la recherche, face aux réponses négatives. Et là, nous, on a franchi ce petit cap avec ce mouvement pour mettre un petit peu d'entraide dans tout ça. C'est-à-dire, vous allez faire quoi ? Alors, déjà, quand vous m'aviez reçu, on avait parlé de ce premier apéro qui avait retenu l'attention de tout le monde. Un apéro retient toujours l'attention des vrais voix, que ce soit très clair. Non, retient toujours l'attention de Philippe David. Alors, attendez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y avait des saucisses ? C'est parce que Toulouse, évidemment, quand même. Allez, dès l'apéro. Mais en fait, il s'est déroulé le 1er octobre et en fait, ça a été la première façon
façon parce qu'on avait un groupe WhatsApp d'échange, mais là c'était vraiment l'opportunité de tous se rencontrer vraiment pour la première fois et de tisser un lien réel après le lien virtuel, et c'est surtout de se rendre compte de la diversité des profils qu'il y avait sur cette offre d'emploi, avec des gens très plutôt autour de la gestion de projet, d'autres qui étaient plus sur la vidéo, la photo, des gens qui étaient sortis d'école, d'autres qui sont un peu plus expérimentés. Voilà, il y avait tous ces profils-là, et donc forcément au fil des discussions on se dit qu'il y a quelque chose à faire, c'est-à-dire que on a toutes les compétences de communication et de marketing à disposition, et au-delà de se dire peut-être une agence, mais en tout cas d'avoir ce collectif qui se met en place. C'est génial, c'est génial. Génial, hein. Ouais, vous êtes géniaux en fait, hein. Exactement, il y a de l'union, mais parce que c'est un besoin en fait. Hein. Quand on se retrouve un peu tout seul, l'idée de faire groupe est intéressante. Et donc soit pour sensibiliser sur la situation, soit pour mener après d'autres projets un peu plus intéressants. D'autant plus que le marché de l'emploi est assez saturé sur le secteur de la communication à Toulouse, n'est-ce pas ? Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'en plus, au-delà de Toulouse même, après. C'est un peu compliqué. On a beaucoup de formations qui sont sur ces métiers du marketing et de la formation, notamment avec l'explosion du marketing digital il y a quelques années, ce qui risque de monter aussi avec toutes les questions liées à l'intelligence artificielle. Et donc on se retrouve au final avec beaucoup de candidats pour peu de postes, et ça devient même compliqué pour des recherches d'alternance. On a ces questions-là aussi dans le groupe, avec des jeunes qui ont du mal à trouver, ne serait-ce que la première expérience que tout le monde demande sur ces métiers-là. Donc il y a cette vraie logique qui est liée à plein de facteurs. On a parlé du nombre de formations. Il y a aussi une petite dévalorisation et une méconnaissance de ces métiers du marketing et de la communication. Il y a aussi la situation économique, il ne faut pas se le cacher. Même l'État, devant des budgets compliqués, restreint le budget de la communication. Donc c'est un peu pareil pour les entreprises. Merci en tout cas Damien. Alors merci, vous faites beaucoup. Une belle transition, puisque si vous montez votre agence, dans un instant, on va parler de cet événement J'aime ma boîte. Donc peut-être qu'on vous accueillera l'année prochaine. Dont Sud Radio est partenaire. Donc, absolument. Peut-être que vous viendrez nous raconter que finalement vous avez monté cette entreprise à 50, pourquoi pas, comme une scope aujourd'hui, ce qui est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, merci en tout cas Et bravo à vous. Ouais. Et donnez-nous le prochain apéro un peu à l'avance. On pourrait peut-être faire une déloc à Toulouse. Ça me paraît pas inutile, je sais pas. Merci beaucoup Damien. Merci, vous saluez vos camarades, bien entendu. Merci Françoise Degois. Merci François de Rugy. soirée. Et on vous l'a dit, dans un instant, J'aime ma boîte en partenariat avec Sud Radio. Et on aime beaucoup cette opération. Juste vous raconter que à partir de 20h, Magali Berda, on vit pas dans la même France, reviendra sur cette question. Crise politique, y a-t-il un espoir de stabilité, avec Jérôme Buisson, député Rassemblement national de l'Ain, et Carla Gebali, qui est journaliste et créatrice de contenu. Vous voulez d'ores et déjà vous inscrire, c'est le 0826 300 300. Et nous, on revient dans un instant avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.